Bienvenue à cette formation sur le minage du métal. Elle a été préparée par l'Association suisse des spécialistes en explosifs. Elle est organisée en 3 parties. La première partie est l'introduction. La deuxième partie concerne les charges creuses linéaires et la troisième, pour finir, les charges appliquées. L'objectif du minage du métal est le découpage d'éléments métalliques. Les méthodes usuelles sont par exemple la disqueuse, le chalumeau découpeur ou encore la lance thermique. Ces méthodes présentent parfois trop de risques, en particulier pour le découpage de structures métalliques d'édifices lors de travaux de démolition, couper des câbles sous contrainte, ou encore lors de travaux en milieu hyperbare où la durée des plongées doit être limitée au maximum. Les objectifs de ce cours sont de pouvoir exécuter seul des minages simples et surtout en sécurité. Être à même de dimensionner et de mettre en œuvre des charges. Mettre en œuvre, c'est les installer, les mettre à feu ou acquérir des explosifs spéciaux. Les effets sur l'environnement et les mesures de sécurité font évidemment aussi partie des objectifs du cours. Lorsque l'on parle de destruction d'édifices ou de structures métalliques, avoir suivi un cours de minage du métal n'est évidemment pas suffisant. Il faut demander conseil à un ingénieur en génie civil ou un spécialiste en statique, et surtout aussi avoir l'autorisation BA de minage d'édifices. Il existe 3 types de charges explosives pour le métal. La première, c'est la charge creuse. L'objectif de la charge creuse, c'est de faire des trous. Son usage est principalement militaire pour le percement de blindage. Il y a peu d'applications civiles. Le deuxième type de charge, c'est la charge creuse linéaire. L'objectif de cette charge est de découper. C'est pour ça qu'elle s'appelle aussi la charge coupante. Cette charge creuse linéaire sera le thème de la deuxième partie du cours. Le troisième type de charge, c'est la charge appliquée, qui sera le thème de la troisième partie du cours. Nous allons maintenant regarder ce qu'est une charge creuse. En fait, une charge creuse, c'est une charge dans laquelle il y a un cône métallique. Ici, vous avez la simulation d'une charge creuse avec en bleu l'explosif, ici le cône métallique, en dessous du cône du vide. On va voir ce qui se passe lorsque la charge est mise à feu par le dessus. Donc il va y avoir l'explosion, on va voir passer l'onde de choc, et là vous pouvez voir que la pression engendrée par l'explosion va écraser le cône et il va se former en fait un jet de matière. En fait c'est le cône métallique qui est écrasé et qui est projeté vers l'avant. On va revoir une simulation où cette fois il y a une cible métallique qui est mise devant le cône. Que se passe-t-il? Alors explosion, le cône se transforme en jet, et bien ce jet de matière va pénétrer la cible métallique. Regardons comment cela fonctionne plus en détail. Ici, nous avons le moyen de l'image. En dessous, là, l'explosif. Pour une charge creuse, il faut un explosif rapide, par exemple de l'exogène ou de la peintrite. En dessous de l'explosif se trouve ce que l'on a vu avant, ce cône métallique. C'est ce que l'on appelle le liner, ou en français le revêtement. Donc c'est un cône métallique qui en général est du cuivre. On a vu avant que lors de l'explosion, ce cône allait être comprimé et va se former ce fameux jet de matière. Ce jet de matière, on l'appelle le dard. C'est un projectile à grande vitesse, typiquement 10 000 mètres par seconde. C'est même une vitesse plus rapide que celle de l'explosif. Exogène peintrite, l'ordre de grandeur, c'est 7 000, 8 000 mètres par seconde. Qu'est-ce qui constitue ce projectile? C'est du métal qu'on peut appeler fondu. Une nouvelle notion extrêmement importante, c'est le stand-off. Le stand-off, c'est la distance entre le pied du liner et la cible. En fait, pour obtenir des performances optimales, il est très important de respecter cette distance, donc le stand-off. Donc, les fabricants de charges creuses donnent comme paramètre le stand-off à respecter. On va voir des résultats en pratique. Ici, vous avez une plaque d'acier
Et là, vous avez le trou qui a été réalisé avec une charge creuse. Ici, c'est une coupe avec ici la matière fondue qui part comme cela. Et vous voyez, c'est un trou en tout cas très long par rapport à son diamètre. Pour votre grande curiosité, vous pouvez voir ici qu'il y a du brun. En fait, ce brun, c'est le cuivre du cône qui s'est déposé. On va regarder l'histoire des charges creuses. En 1883, Max von Forester découvre quelque chose de particulier, c'est que s'il pose un bloc de nitrocellulose ici sur une plaque métallique, en fait, un vide va changer les performances sur une plaque en acier. Ici, c'est le bloc en entier. Vous voyez, ça fait un vide comme cela. Ici, c'est le même bloc de nitrocellulose, mais avec un trou à l'intérieur. Vous pouvez voir qu'ici, c'est déjà un peu plus profond. Et là, avec un grand trou dans le bloc de nitrocellulose, en fait, l'effet sur la plaque en acier est fortement augmenté. C'est un phénomène étrange parce qu'avec moins d'explosifs, l'effet sur une plaque en acier est plus important. Quelques années plus tard, Charles Edward Munro fait une observation un peu similaire. Il a aussi pris un bloc de nitrocellulose ici, et sur ce bloc de nitrocellulose, il y avait une inscription en creux. Voilà. Puis en fait, en faisant exploser ce bloc nitrocellulose sur une plaque métallique, il a observé que des inscriptions se retrouvaient dans le bloc métallique. Et ce qui est assez fou, c'est qu'où il n'y a pas d'explosif, donc où il y a les inscriptions, le trou est plus profond. Quelques années plus tard, Charles Edward Munro réalise la première charge creuse avec un liner. Et le liner, c'est simplement une boîte de conserve. Ici, vous avez cette fameuse charge creuse où on voit, vous voyez, ça c'est des bâtons de dynamite. Et en fait, ici, il y avait sa boîte de conserve. Et avec cette charge, il a réussi à faire un trou dans un coffre-fort en acier. En 1911, Egon von Neumann, lui, prend un bloc de TNT, il fait un vide conique en dessous et il constate que l'efficacité est beaucoup plus grande sur une plaque d'acier. En fait, pour les charges creuses, on parle de l'effet Munro ou de l'effet Neumann en hommage à ces deux inventeurs. En 1935, Hans Moholt, qui est un inventeur suisse-américain, développe la première charge creuse avec un cône métallique et il observe ce fameux jet de matière. Quelques années plus tard, un Allemand, Franz Rudolf Tomanek, obtena le même résultat. En 1940, la première charge creuse est utilisée au combat, donc application militaire, pour percer une coupole métallique de fort. Donc c'est une charge creuse sans stand-off, mais quand même, c'est pas optimum, mais ça a permis de faire un trou dans la coupole. À cette époque, l'intérêt pour les charges creuses est considérable, et c'est en 1942 qu'est né le bazooka américain, le Panzerfaust allemand et le RPG en Union soviétique. L'application était de percer les blindages de chars. Un peu plus tard, les premières applications civiles, et en particulier la charge creuse utilisée pour l'industrie pétrolière. En 1960, la première charge creuse linéaire, donc la charge creuse linéaire, c'est celle qui nous intéressera pour la découpe du métal. On ne peut terminer cette histoire des charges creuses sans parler de la première charge creuse qui a explosé sur un astéroïde en 2018. Un satellite contenant 4,5 kg de HMX, c'est de l'octogène, un explosif extrêmement puissant, et 2,5 kg de cuivre. Il a été envoyé sur un astéroïde et il a fait un cratère d'environ 10 mètres de diamètre. Ici, vous avez l'astéroïde et là, vous avez l'explosion. Et ici, on voit le fameux cratère et de l'éjection de matière. L'objectif était de collecter des échantillons de l'astéroïde pour les ramener sur Terre. La première partie de la formation de minage du métal est terminée. La deuxième partie concernera les charges creuses linéaires. Merci.